Salut à toutes et à tous, avec vous, Hamid Chkih, enseignant du cycle qualifiant de la sciences de la vie de la Terre. Dans le cadre du soutien scolaire, je vous propose aujourd'hui de traiter un exercice qui porte sur la bioénergétique, plus précisément sur la respiration et la fermentation. Donc ainsi, on va prendre l'énoncé de l'exercice. Donc on a pour mettre en évidence quelques aspects de la production de l'énergie chez les êtres vivants, on propose les données suivantes. Donc les figures du document 1 présentent l'aspect des cellules de levure cultivées dans deux milieux différents. On a pris des levures qu'on a cultivées dans deux milieux différents et on a observé ces levures et on a eu les résultats présentés sur le document 1. Donc la figure A, ça concerne les cellules qui ont été mises dans un milieu aérobie, alors que la figure B, ça concerne des cellules qui ont été cultivées dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc on a chaque cellule, il contient bien sûr le noyau avec les différents autres organites cellulaires. Donc, la première question, c'est une question classique de comparaison. Donc, en exploitant le document 1, comparer l'aspect des cellules dans les deux milieux de culture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les deux cellules. Donc, quand on nous demande de comparer, on doit détecter les ressemblances et les différences entre deux structures ou bien deux données différentes. Donc, si on compare ces deux cellules, on peut constater qu'elles contiennent le même noyau, ils ont la même forme, ils ont des organites dispersés au niveau de la cellule. Avec ici, on a la présence de la vacuole, ici qui est très réduite. Et puisqu'on parle de la production de l'énergie, donc l'organite auquel on va s'intéresser, ce sera bien sûr les mitochondries. Donc si on compare les mitochondries entre les deux cellules, on peut constater facilement qu'ici on a des mitochondries de petite taille, alors qu'ici, elles sont de grande taille. Donc, la première différence, elle est observable au niveau de la taille. On a une autre différence, ça concerne le nombre. Si on dénombre le nombre de mitochondries, on peut constater ici qu'on a un nombre important de mitochondries, alors qu'ici, on a un nombre qui n'est pas important ou bien faible. Et une autre différence au niveau de la structure de cet organite, c'est-à-dire à l'intérieur, on a la structure qu'on a. Les crêtes, on peut facilement observer ici qu'on a des crêtes qui sont bien développées, alors qu'ici, les crêtes ne sont pas développées. Donc, d'une manière générale, quand on compare les mitochondries, on compare au niveau du nombre, de la structure, ou bien de la forme, et au niveau de la taille. Donc, on peut répondre à cette question d'une manière très simple. On a la première question, la comparaison. Donc, on va dire, dans la figure, bien, dans le milieu aérobie, entre parenthèses, on peut mettre la figure A, les mitochondries sont nombreuses de grande taille avec des crêtes développées. Alors que dans le milieu anaérobie, c'est-à-dire la figure B, c'est même mitochondries. On peut reprendre la même formulation de la phrase. Les mitochondries
mitochondries sont rares, ou bien on peut dire sont peu nombreuses, de petite taille, avec des crêtes moins développées. Ou bien on peut dire qu'elles sont non développées. Donc ainsi, on a répondu à la question de la comparaison. C'est une question très simple. Donc on passe à la suite de l'exercice, et c'est sur le document. Donc un broyat, c'est-à-dire on a broyé les cellules. Un broyat de cellules de levure a été centrifugé. La centrifugation, c'est une technique qui permet la séparation d'un mélange qui a été centrifugé pour séparer les mitochondries du reste des constituants cellulaires donc c'est ici mi, pas ms, avec ici, deux fractions séparées sont isolées dans deux milieux contenant de l'acide pyruvique. Donc, le milieu 1 reçoit la partie formée par les organettes cellulaires, et le milieu 2 reçoit la partie mitochondriale. Donc, la première partie, on a mis dans le milieu les mitochondries, et dans l'autre milieu, on a mis le reste de la cellule sans mitochondries. Dans chaque cas, on mesure l'évolution de la concentration d'oxygène. Le document 2 illustre les résultats obtenus. Donc, après avoir mis ces constituants dans un milieu convenable, on va mesurer la concentration d'oxygène en fonction du temps dans le milieu 1 et dans le milieu 2. La question qui porte sur ce document, c'est la description. Décrivez l'évolution de la concentration du dioxygène dans chaque milieu et qu'est-ce qu'on peut déduire. Donc pour la description, c'est très simple. On a ici, pour le milieu 1, on a la concentration d'oxygène reste constante et on va déterminer la valeur sur laquelle se trouve cette concentration, alors que pour le milieu 2, on a une diminution de la concentration d'oxygène en fonction bien sûr du temps pour atteindre une valeur qu'on va déterminer par la simple projection sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses pour déterminer le temps. Donc ainsi on peut dire que dans le milieu 1, la concentration d'oxygène, on utilise toujours les paramètres qui sont représentés sur le graphe. Donc, le milieu 1, la concentration d'oxygène reste constante dans la valeur, et on va prendre une valeur approximative. On a ici 6, 10, donc on a ici 8, donc ici c'est la moitié, c'est 9, 9,1, on a bien 9,2. Dans le milieu 2, la concentration d'oxygène diminue jusqu'à atteindre cette valeur. La dernière valeur, on va projeter projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. On a presque une valeur de 2,4 mg par litre à l'instant ou bien à la minute. On a 5, 6, 7, 8, 9, donc 9,5 si on peut dire minutes. Donc on peut noter cette réponse à la deuxième question. Donc c'est la question 2. On va prendre les deux milieux. On va prendre premier tiré. Le milieu 1. On peut dire que on constate que la concentration du dioxygène, ou bien on peut prendre ça d'oxygène, ou bien plus précisément du dioxygène. On constate que la concentration d'oxygène reste invariable, reste stable, reste constante dans la valeur de, on a dit la valeur
approximative de 9,2 mg par litre. Donc, dans le milieu 2, dans le deuxième milieu, dans lequel on a pris la partie mitochondriale. On va procéder de la même manière. On constate que la concentration, bien sûr, de l'oxygène, la concentration d'oxygène, du dioxygène, diminue, comme vous pouvez constater sur le document, diminue pour atteindre, on va prendre la valeur finale pour atteindre une valeur de presque 2, pour atteindre la valeur de 2,5 mg par litre. Et on va bien sûr déterminer le temps au temps 10, presque 10 minutes. C'est pas arrivé juste après minute, mais on a entre presque ces 10 minutes. Pour être plus précis, on peut prendre entre la 9e et la 10e minute. La deuxième partie toujours de cette question, que pouvez-vous déduire? Quand on nous demande de donner une déduction, de déduire, c'est comme si on peut dire d'une autre manière, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir d'une étude qui est généralement une analyse. Donc, quelle est la conclusion qu'on peut tirer à partir de cette comparaison? Donc, on a dit que quand on a en présence des mitochondries, il y a diminution de la concentration d'oxygène. En absence des mitochondries, la concentration d'oxygène toujours reste constante. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire et qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que les mitochondries, ils sont en relation avec l'oxygène, ou bien ils sont responsables de la consommation de l'oxygène. Donc, la déduction, donc ici on va prendre la déduction, on peut dire que on déduit, ou bien je déduis, comme vous pouvez utiliser ce que vous voulez, on déduit que les mitochondries utilisent ou bien consomment le dioxygène dans les réactions de production, de l'énergie, à savoir les réactions de la respiration. Donc, c'est ça, c'est pour la deuxième question. Donc, on passe à la suite. Donc, la suite, on a les mitochondries jouent un rôle principal ou bien important dans la synthèse de l'ATP, ça on le sait. Pour éclaircir la relation entre la consommation d'oxygène qu'on a mis en évidence sur la question précédente et la synthèse de l'ATP, donc on va corréler entre la consommation d'oxygène et la synthèse de l'ATP. On propose des résultats expérimentaux suivants. L'expérience première, dans un milieu dépourvu d'O2. Donc, dans le début de l'expérience, on a pris le milieu dans lequel on n'a pas d'oxygène. On ajoute une suspension de mitochondries, c'est-à-dire une suspension où il y a une partie d'un mélange qui est formé de mitochondries et des composés réduits. Les composés réduits, quand on sait, c'est FADH2 et NADHH+, qui interviennent dans l'érection de l'oxydation de l'acide pyruvique. Puis ADP au PI. L'ADP au PI, ce sont les deux éléments qui réagissent pour donner l'ATP. Donc ensuite,
on mesure à des intervalles réguliers de temps, bien sûr, la concentration de H+, des protons H+, et la formation de l'ATP. Avant et après l'addition de deux. Donc, je récapitule. On a pris un milieu dans lequel on a mis des mitochondries et d'autres éléments, à savoir les composés réduits et l'acide pyruvique et ADP, non, sans acide pyruvique, et l'ADP et PI. Et par la suite, on va ajouter de l'oxygène pour mesurer la variation de la concentration de H+, et de la concentration de l'ATP. Le document 3 présente les résultats obtenus, alors que le document 4 illustre les mécanismes permettant la synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc pour le document 4, c'est un document qui est présenté pour nous aider à résoudre l'exercice ou bien pour répondre aux questions. Donc pour le document 3, on a la concentration de H+, et sur l'autre axe, on a la quantité d'ATP, toujours en unité arbitraire, en fonction bien sûr des temps en secondes, avant et après l'ajout de l'oxygène. Et bien sûr, on a pour l'ATP et on a pour H+. Sur le document 4, c'est un document qui illustre les réactions de la respiration, ou bien la dernière partie des réactions de la respiration, à savoir les réactions au niveau de la chaîne respiratoire. On a ici les transporteurs réduits RH2 et R'H2 qui sont bien sûr réduits. Donc on a ici CCR, on a une petite photo ici, c'est R+, c'est ici pour donner R, et c'est R pour donner R. Donc il y a une petite erreur ici, que je vais corriger ici. On a RH2 qui donne R. Et R plus H2 qui donne R+. À savoir, c'est FADH2 et NADHH+. Ces composés, comme on le sait, ils sont oxydés pour libérer les protons dans l'espace intermembranaire, dont la concentration va augmenter, puisque la membrane mitochondriale interne est imperméable et ne laisse pas passer les protons. Donc, ce gradient protonique, ou bien cette différence de concentration, entraîne un passage massif, un flux de H+, à travers la sphère pédonculée. Ce qui permet la phosphorylation de l'ATP, c'est-à-dire ADP plus PI, ça donne l'ATP. Alors que les électrons sont transportés par des réactions d'oxydoréduction des transporteurs, à savoir NADHH plus et ADH2, pour être acceptés à la fin par l'oxygène qui est réduit en H2O. Donc l'oxygène joue le rôle de l'accepteur final des réactions de la chaîne respiratoire. Donc on revient à notre question en exploitant les données de document 3. Donc on va se contenter de document 3. Déterminer l'influence d'oxygène sur l'évolution de la quantité d'ATP et sur la concentration de H+. Donc, puisqu'on a ici deux courbes, on doit obligatoirement analyser ces deux courbes. Donc, on va prendre chacune, une à une. Donc, on a pour la concentration de H+. On a trois intervalles, le premier, le deuxième et le troisième. Donc, avant l'ajout de l'oxygène, c'est-à-dire ici, on a la concentration est stable. Elle est constante dans la valeur de 0. Alors que juste après l'ajout de l'oxygène, on a une augmentation rapide, une augmentation directe ou bien une augmentation instantanée de la concentration de H+, pour qu'elle atteigne une valeur maximale de presque 60 UA. La troisième partie de la courbe, c'est une diminution qui n'est pas rapide, qui est progressive pour regagner la valeur initiale qui est de 0. On peut être plus précis. On a pour l'ATP, on a ici toujours la courbe qui est constante, donc la variable elle est constante.
ici, on a une augmentation de la concentration d'ATP. Mais cette augmentation n'a pas la même allure. Donc, on peut diviser cette courbe, cette deuxième partie de la courbe, en deux parties. On a, dans cette zone, on a une augmentation qui est assez rapide. Alors que dans cette zone-là, la variation, ou bien l'augmentation, elle est moins rapide. On peut dire qu'elle est progressive. On peut dire ici qu'elle est presque stable. Donc, je récapitule. Pour la concentration de H+, avant l'ajout d'oxygène, la concentration reste constante dans la valeur de 0. Juste après l'ajout d'oxygène, on a une augmentation rapide, ou bien instantanée, comme vous voulez, de la concentration de H+, jusqu'à une valeur maximale de presque 55 UA. Après, on a une diminution progressive de cette concentration qui s'annule après 240 secondes, c'est-à-dire qui revient à la valeur initiale. Pour l'ATP, de la même manière, avant l'ajout de l'oxygène, la concentration reste constante et nulle. Après l'ajout d'oxygène, on a une augmentation rapide suivie d'une augmentation progressive pour atteindre la valeur de 100. Donc, vous faites attention. Pour la projection, pour déterminer la valeur sur les axes, on doit toujours se référencier à le paramètre ou bien la variable qui est désignée sur chaque axe. Donc, pour la quantité d'ATP, on doit obligatoirement lire sur cet axe et pas sur l'axe de H+. Donc, c'est une faute qui est très récurrente dans les examens. Donc, pour chaque variable, on doit la lire, la projection, sur l'axe qui représente cette variable et non pas une autre. Donc, et pour répondre à la question, on a analysé donc l'impact ou bien l'influence de l'oxygène sur la concentration d'ATP et de H+. On a une augmentation de H+, et augmentation de la quantité d'ATP. C'est ce qu'on va consigner sur le tableau. C'est la question 3. Comme je viens de dire, c'est un exercice classique basé sur l'observation, l'analyse et la comparaison et la description des cours. Avec à la fin, bien sûr, on aura une question de synthèse qui peut regrouper toutes ces questions qu'on a vues sur les premières questions précédentes. Donc, c'est pour la question 3. Donc, on va prendre le premier tiré pour la concentration de H+, vous avez des protons, on peut dire de H+. Avant l'ajout du dioxygène, la concentration reste stable ou bien constante, bien sûr dans la valeur de 0. Après l'ajout de l'oxygène ou bien du dioxygène, la concentration, bien sûr toujours de H+, parce qu'on a mentionné ici, la concentration augmente directement pour atteindre la valeur de... Donc, on va projeter pour donner la valeur exacte. C'est presque 55. L'unité, c'est l'unité arbitraire, UA. La deuxième partie. Ensuite, on note, ou bien on constate, une diminution, bien sûr, de cette
concentration pour revenir à la valeur initiale, bien sûr. Après, on va prendre le temps 240 secondes. Donc ça, c'est pour la concentration de H+. De la même manière, on va procéder pour la quantité d'ATP. Comme vous pouvez voir ici, on utilise des phrases qui sont très simples, sans qu'il y ait de simplicité, qui peut répondre à la question. On ne cherche pas à compliquer les choses. Donc, et on fait toujours, on sépare les zones de variation. On ne doit pas écrire des paragraphes. Donc, pour la concentration, ou bien la quantité d'ATP, deuxième tiré, pour la quantité d'ATP, la même chose, avant l'ajout du dioxygène, la quantité, bien sûr, toujours d'ATP, on peut le noter, la quantité d'ATP reste inchangée, reste variable, reste stable. Stable ou bien constante et nulle. Nulle, c'est-à-dire dans la valeur de 0. Pardon. Après l'ajout du dioxygène, on constate que cette quantité augmente progressivement, ou bien on peut même utiliser juste augmenter sans adverbe, augmente jusqu'à atteindre la valeur de 100 UA à la 240e. On peut, d'une autre manière très simple, après 240 secondes. Donc, ainsi, on a pu mettre en évidence l'effet ou bien l'influence de l'ajout d'oxygène sur la concentration de l'ATP de H+. Donc, comme conclusion pour cette réponse, parce que ce que nous demandons, c'est déterminer l'influence. Donc, la dernière partie de la question. Donc, le dioxygène entraîne l'augmentation de la concentration de H+ et de la quantité d'ATP, puisqu'il nous a demandé de déterminer l'effet de l'oxygène sur l'ATP et H+, bien sûr, après avoir décrit et analysé. Donc, on passe à la dernière question. La dernière question, en vous basant sur vos aidants du document 4, on va utiliser ce document, on va expliquer les résultats enregistrés sur le document 3. On va se baser, s'aider de ces données pour déterminer ou bien pour expliquer ces variations. Donc, la première partie, après l'ajout de l'oxygène, on a une augmentation de H+. Si on revient à notre document sur lequel on va se baser, la concentration de H+, elle est sur
dans l'espace intermembranaire. Donc ces protons H+, ils proviennent de l'oxydation des transporteurs. Donc la première partie, on va l'expliquer d'une manière très simple. Cette augmentation de la concentration de H+, est due à l'oxydation des transporteurs, c'est-à-dire à savoir RH2 et R'H2, ou bien NADH2 et FADH2, qui libèrent les protons H+, au niveau de l'espace intermembranaire, ce qui explique cette augmentation. Par la suite, ces protons s'accumulent, créent un gradient protonique qui va induire le passage massif, ou bien le flux à travers les sphères pédonculées. Cette énergie de transfert, cette énergie de passage massif, est utilisée par l'ATP synthétase pour produire l'ATP, d'où l'augmentation de la concentration d'ATP. Ou bien, on peut dire d'une autre manière, l'augmentation de la quantité d'ATP est due à passage des protons H+ à travers la sphère pédonculée suite à la naissance du gradient protonique. Après, les électrons qui sont transférés par la chaîne respiratoire, ils sont récupérés par l'oxygène. Donc l'oxygène, il reçoit, il est à la forme oxydée, il va être réduit en H2O. Vous pouvez constater tout simplement ici qu'on a O2, H. Il a gagné de l'hydrogène pour être réduit en H2O. Cet H+, ce n'est rien que les protons qui sont au niveau de l'espace intermembranaire. S'il y a utilisation de H+, donc automatiquement la concentration va diminuer. C'est la deuxième partie de la courbe. Donc on va essayer de noter cette réponse, ou bien ces réponses. Je reprends une autre fois. Quand on nous demande d'expliquer, donc pour que je simplifie au maximum, c'est comme si je réponds à la question pourquoi et comment. Dans cet exemple, pourquoi il y a une augmentation de H+, pourquoi la diminution et pourquoi l'augmentation de la quantité d'ATP. C'est ce que je vais essayer de consigner sur le tableau ici. Donc, l'ajout du dioxygène entraîne la réoxydation, ou bien tout simplement l'oxydation, de RH2, ou bien peut-être des transporteurs d'électrons bien sûr et des protons. On peut les mettre ici entre parenthèses, et ADH2 et FADH2. Donc l'ajout d'oxygène entraîne donc sa réoxydation des transporteurs et la libération des protons, bien sûr H+, au niveau de l'espace intermembranaire. Ce qui explique l'augmentation de la concentration, bien sûr, de H+. Donc, vous voyez, on a pu expliquer pourquoi cette augmentation. La deuxième partie, on a les protons s'accumulent, sont accumulés dans l'espace intermembranaire. On a dit pourquoi? Parce que la membrane interne mitochondriale est imperméable à ces protons. Donc, les protons s'accumulent, d'où la naissance du gradient
protonique, donc bien sûr gradient protonique de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne. Donc, les protons, donc suite à cette gradient protonique, les protons traversent ou bien passent à travers la sphère pédonculée pour, ou bien, on peut dire pour, phosphoryler, on peut utiliser le verbe, phosphoryler l'ADP en ATP, ce qui explique l'augmentation de la quantité d'ATP. Compris? Donc, on a expliqué la première partie concernant H+. La deuxième partie, ça concerne l'évolution de la quantité d'ATP. On a la dernière partie qui est la chute, qui est, on a toujours la courbe ici, augmentation. Ça, c'est pour H+. Pour l'ATP, c'est l'augmentation. On a expliqué l'ATP, on a expliqué cette augmentation, on va expliquer cette diminution de H+. Oui. Donc, je vais effacer cette première partie et pour que je note la dernière partie de cette question. Donc, les protons et les électrons bien sûr, qui sont transportés par les transports de la chaîne respiratoire. Donc, les protons et les électrons sont reçus ou bien acceptés par le dioxygène qui est réduit en H2O, comme on a sur le document 4, ce qui explique la diminution de la concentration des protons H+, dans la deuxième partie. Des protons H+ dans la deuxième partie. Donc, c'est la résolution, c'est la dernière question. On a expliqué les résultats. Donc, j'espère bien que vous aurez l'occasion de bénéficier de cet exercice, de cette application qui concerne la bioénergétique. Donc, dans l'attente d'une nouvelle occasion, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.